Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, le magazine de celles qui font l'actualité internationale, mais aussi de tous ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Et au cours de ce numéro spécial d'été, je vous propose une sélection des meilleurs reportages réalisés par nos correspondants et envoyés spéciaux à travers le monde. Au Tchad, les réfugiés de Centrafrique se battent pour garder leur honneur et leur dignité. À Gaza, les cours de français sont parfois des bulles de liberté pour les jeunes filles soumises à une société qui demeure très conservatrice. Et pour finir au Japon, les femmes au secours de la croissance, c'est en tout cas le Premier ministre Shinzo Abe qui y croit et qui veut mettre les femmes au travail. Mais partons d'abord au Tchad qui accueille depuis plusieurs mois 100 000 réfugiés de Centrafrique. Ils ont fui les combats et les exactions contre les musulmans. La plupart sont des enfants et aussi des femmes. Elles ont souvent tout perdu et se battent aujourd'hui pour garder leur honneur et leur dignité. Notre reporter Marie Schuster est allée à leur rencontre en compagnie des équipes de l'UNICEF dans le camp de Doyaba. Dans les combats, elles ont perdu un mari ou un enfant et sont aujourd'hui seules. Sous escorte de l'armée tchadienne et après des jours d'attaque contre leur convoi, elles ont enfin pu passer la frontière pour venir se réfugier ici, dans le sud du pays. J'ai eu peur parce qu'à côté de moi, on a tué une femme centrafricaine qui s'était mariée avec un musulman. On l'a tuée avec tous ses deux enfants. J'ai ramassé tous mes enfants, je suis allée à l'ambassade et c'est de là maintenant qu'il a envoyé un véhicule. Et puis le véhicule nous a pris tous pour nous ramener ici au Tchad. Dans la précipitation, elles n'ont pu emporter que quelques bricoles. Rien qui ne puisse les faire survivre bien longtemps à Doyaba. J'ai peur. Je ne sais pas quoi faire pour nourrir mes enfants. Je ne sais pas comment les habiller ou les envoyer à l'école. Je suis veuve, comment je peux faire? Mais je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a beaucoup de femmes ici qui n'ont plus de mari. Ils ont été tués. Ici, 17 000 personnes et 80% de femmes. Des tentes et des points d'eau ont été montés en quelques semaines, mais sur ce site, le dispositif d'urgence n'était pas prévu pour les accueillir plusieurs mois. Nafissa veut nous montrer la tente qu'elle partage avec ses 9 enfants et petits-enfants. Ça, c'est ma fille. Voilà. Des conditions de vie sommaires, un abri inondé après chaque pluie, un matelas pour 10. Les enfants qui ne trouvent pas de place dorment à même le sol. Plus loin dans le camp, les latrines s'effondrent et la moitié ont atteint leur capacité maximale. La défécation à l'air libre reprend et l'arrivée de la saison des pluies complique un peu plus les choses. Les ONG alertent face au risque d'épidémie. Le transfert vers des sites plus durables a commencé, mais malgré la fermeture des frontières, les réfugiés continuent d'arriver et les moyens pour les accueillir dignement ne sont pas suffisants. Rester digne dans ces conditions, c'est aussi pour ces femmes faire face à une autre forme de violence. Dans le camp, il y a tout un désordre. Si tu laisses ta fille de 12-13 ans à côté, c'est la violence sexuelle. Il y a des filles qui sont arrivées sans leurs parents. Et 3-4 filles qui sont logées dans une tente. Et dans cette tente-là, si les garçons savent qu'il n'y a rien que des jeunes filles, il n'y a pas une grande personne avec eux, des fois on vient les violenter. Pour protéger leurs filles et ne pas les laisser seules, les femmes n'ont qu'une alternative. Les marier selon la tradition musulmane, parfois très jeunes, ou les mettre à l'école. Entre les tentes, on improvise une séance de révision des leçons. Aïcha a 10 ans. L'année prochaine, elle devrait rentrer en 6e, mais à Doyaba, sans enseignant ni infrastructure, elle sera considérée comme une adulte. À Gaza, les habitants vivent souvent avec un sentiment d'étouffement et beaucoup rêvent d'ailleurs. C'est le cas de Dana Ismail, étudiante en français pour qui les cours représentent la possibilité un jour de travailler à l'étranger. Mais ces cours sont aussi un échappatoire et un des seuls lieux mixtes qu'elle a le droit de fréquenter. Regardez un extrait de ce reportage de Gallagher Fenwick. Plus d'1,7 million de Palestiniens vivent sur cette bande de terre qui s'étend sur 360 km². Le taux de chômage y est l'un des pires au monde. Un peu moins de la moitié de la population active est sans emploi, selon les Nations Unies. En revanche, l'alphabétisation y représente une lueur d'espoir. 9 Gazaouis sur 10 savent lire.
C'est donc sur leurs études que de nombreux jeunes comme Dana Ismail comptent pour s'en sortir. Sur le chemin de l'université, Dana nous parle des défis auxquels elle et certaines de ses camarades de classe sont confrontées. Pour une fille à Gaza, étudier n'est pas facile. Il y a certaines familles qui n'acceptent pas que leurs filles partent à l'université. Je connais beaucoup de filles dont c'est le cas. Leurs familles ont peur de les laisser marcher dans la rue, car il y a des garçons, et on y trouve la mixité. Notre société et nos familles sont très conservatrices. Pour Dana, cela ne fait aucun doute. À Gaza, il vaut mieux être un garçon. Quand on voit les remarques faites à une fille qui veut sortir, qui veut travailler, c'est clair que les garçons sont beaucoup plus libres que les filles à Gaza. Dana fréquente la première faculté publique de Gaza, l'université Al-Aqsa. Elle y étudie le français dans une salle de classe, discrètement nichée au fond de la cour. Ce département fait exception dans l'enclave palestinienne, car ici, garçons et filles peuvent être assis côte à côte. Mais à quoi peuvent servir des études de français à Gaza? Dana nous l'explique. Presque tous les étudiants ici apprennent le français pour voyager. Oui. S'échapper de ce territoire fermé, la plupart de ces étudiants nous confient qu'ils en rêvent. Voilà donc pour cet extrait du reportage Billet retour à Gaza de Gallagher Fenwick. Allons à présent au Japon où une véritable révolution des mœurs s'annonce. Le Premier ministre Shinzo Abe veut que les femmes soient plus nombreuses à travailler alors qu'elles restent traditionnellement à la maison pour s'occuper des enfants. Le but du Premier ministre, compenser les départs à la retraite et éviter une future pénurie de main-d'œuvre. Reportage de Marie Linton. Rentrée ordinaire chez Mitsubishi Heavy Industries. Plus de 200 nouvelles recrues, parmi lesquelles 90% d'hommes, sont accueillis en grande pompe au siège de ce fleuron japonais. Bienvenue dans le monde viril de l'entreprise nippone. Seulement 11% de femmes cadres, près de 40% de Japonais sans emploi. La troisième puissance mondiale fait pâle figure en matière d'emploi des femmes. Mais avec son programme baptisé Womenomics, le gouvernement de Shinzo Abe compte bien faire changer les choses au nom de l'économie. Selon le Fonds monétaire international, le PIB du Japon augmenterait de 9% si les femmes travaillaient autant que les hommes. Jusqu'à présent, la question des femmes était traitée en tant que problème social, de rôle des sexes. Mais voilà que le concept de Womenomics s'intéresse aux femmes sous l'angle économique. C'est ça qui attire l'attention. Un changement de cap d'autant plus urgent que la population japonaise vieillit à grande vitesse. Alors qu'un quart des Japonais ont plus de 65 ans, l'arrivée de 8 millions de femmes sur le marché du travail serait bienvenue pour remplacer les retraités. Le travail des femmes, c'est la clé qui permettra de compenser la baisse du nombre de personnes en âge de travailler. Avocate active de l'emploi et de l'ambition des Japonaises, Kaori Sasaki est à la tête de la société eWomen qui fait appel à des femmes actives pour améliorer des produits. Un parcours de femme entrepreneur à contre-courant de sa génération. J'avais 27 ou 28 ans quand j'ai fondé mon entreprise. À l'époque, mes amis qui avaient mon âge quittaient tout leur emploi au moment de se marier. Dans une société où les rôles entre hommes et femmes restent clairement répartis, 70% des Japonaises quittent leur travail après leur premier enfant et un tiers des femmes de 15 à 39 ans rêvent de devenir femmes au foyer. Les Womenomics commencent toutefois à porter leurs fruits. Une cinquantaine de grandes entreprises ont prévu d'embaucher davantage de femmes l'an prochain et 63% des femmes travaillaient en 2013. Un taux en deçà de la moyenne des autres pays développés, mais record au Japon. L'actualité des femmes est aussi à retrouver dans Courrier International. Notre partenaire de la presse écrite propose chaque semaine une sélection d'articles venant du monde entier et traduit en français un regard pluriel et actuel sur notre société, à retrouver donc dans Courrier International. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur Internet parce que Actuel, c'est aussi et surtout les réseaux sociaux. On y attend vos réactions et vos suggestions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite.